Quatrième journée de l'organisation de l'Assemblée générale des Nations unies aux États-Unis d'Amérique. Le Qatar appelle à une intervention armée des pays arabes en Syrie pour mettre fin à la violence. Bienvenue mesdames et messieurs et merci de regarder RTI1 dans l'actualité ivoirienne. Un conseil des ministres s'est tenu hier mercredi au palais présidentiel. Ce conseil a mis un accent particulier sur l'organisation d'un scrutin couplé le 24 février 2013. Il s'agit des élections régionales et municipales. Jérôme Kofi Abolin était au palais présidentiel pour RTI1. Les Ivoiriens, bientôt à nouveau aux urnes. Rendez-vous pris le 24 février 2013, une des décisions du Conseil des ministres de ce mercredi 26 septembre 2012. 24 février 2013, un jour pour deux scrutins. Les élections régionales et municipales. Au dire du porte-parole du gouvernement, ce système de couplage des élections adopté par le gouvernement en accord avec la commission électorale indépendante pour ce prochain rendez-vous électoral n'est pas sans avantage. Il fallait bien que la décision soit prise de façon officielle, donc elle est désormais prise, décision de coupler les élections municipales et régionales. Et sur proposition de la CEI, la date de tenue de ces élections a été fixée au 24 février 2013. Donc couplage parce que cela présente des gains de temps dans la mise en œuvre. Cela permet surtout une mise en œuvre plus diligente de la politique de décentralisation de l'État. Le chef de l'État tient à ce que cette politique se fasse de la meilleure façon, parce que cette politique apporte du développement dans nos régions, apporte du mieux-être à nos populations. Et malheureusement, les délais trop longs qui ont été mis jusqu'à maintenant n'ont fait que retarder la mise en œuvre de cette politique de décentralisation. Donc il fallait bien accélérer le rythme. Et donc le couplage de ces élections rentre dans ce cadre-là, accélérer le rythme pour permettre à cette politique de décentralisation de s'exercer au profit de nos populations. Les élections couplées pour le choix des représentants régionaux et municipaux du 24 février prochain constituent la dernière étape du processus électoral conformément à l'accord politique de Ouagadougou. Ces élections succèdent donc aux législatives qui se sont déroulées quelques mois après le scrutin présidentiel de novembre 2010 qui a vu la victoire du président Alassane Ouattara. Et sachez que le président de la République, Alassane Ouattara, sera demain vendredi à l'école de police pour la sortie de promotion des élèves de cette école. L'événement en sera retransmis en direct sur RTI1. Des hommes d'affaires du domaine agricole et des mines ont été reçus par le chef du gouvernement, ses opérateurs économiques et le premier ministre, Jeannot Ahoussou Kouadio, ont parlé d'investissement en Côte d'Ivoire. Ce sont des hommes d'affaires du groupe Kraft Food qui ont été reçus par le Premier ministre Jeannot Ahoussou Kouadio. Ils ont échangé sur la possibilité d'investir encore plus en Côte d'Ivoire. Nous avons investi plusieurs fois en Côte d'Ivoire, nous investissons en Côte d'Ivoire. Nous achetons beaucoup de cacao de la Côte d'Ivoire. Et nos intentions sont d'aller beaucoup plus loin, donc en investissant dans les programmes de développement des communautés qui produisent le cacao, mais aussi dans l'appui technique des producteurs de cacao à travers nos partenaires commerciaux qui sont les exportateurs et les négociants de cacao ici en Côte d'Ivoire. Après ces hommes d'affaires spécialisés dans le domaine du cacao, le Premier ministre Jeannot Ahoussou Kouadio a échangé avec les responsables du groupe Mancha Resources, une structure qui vient d'acheter la société des mines d'Iti et elle entend accroître la capacité de cette société dans la production d'or. Ces hommes d'affaires qui étaient accompagnés des ministres Dosso Moussa de l'Industrie et Adama Tounkara des Mines et de l'Énergie, après leurs échanges avec le Premier ministre Jeannot Ahoussou Kouadio, ont rassuré qu'ils rencontreront des hommes d'affaires ivoiriens pour le développement de leurs activités. La Côte d'Ivoire et les États-Unis d'Amérique consolident leurs relations économiques à New York, aux États-Unis d'Amérique. Les deux pays viennent de mettre en place une nouvelle organisation d'affaires dénommée Côte d'Ivoire, United States Business Council. L'objectif de cette organisation raffermit les relations économiques entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis d'Amérique, cela sous le leadership de l'APEXI.
Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, a eu une séance de travail avec des leaders religieux, toutes confessions confondues. Il a été essentiellement question de paix et de sécurité en Côte d'Ivoire. Abou Sanogo. Réunis au sein d'un cadre de concertation, les leaders religieux nationaux, toutes confessions confondues, ont eu une séance de travail avec le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko. Selon le porte-parole du cadre informel, Monseigneur Alexis Touabli Yulo, président de la conférence épiscopale de Côte d'Ivoire, il s'est agi de faire un tour d'horizon des questions d'actualité, notamment les questions de paix et de sécurité. Nous sommes venus saluer un frère, mais aussi nous abreuver à la source de ce responsable. Nous a donné des paroles qui sont de nature à nous aider à garder espoir et dire que la Côte d'Ivoire est en marche. C'est vrai, nous connaissons des difficultés, mais ce sont les difficultés de la croissance. Et nous, leaders religieux, nous saurons trouver les mots qu'il faut pour aider notre peuple à ne pas désespérer. Parce que vous savez, un peuple qui n'espère plus est un peuple mort. Alors nous devons faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit toujours le pays de l'espérance. Et l'espérance ne déçoit pas. La Côte d'Ivoire continuera d'étonner les nations. Pour sa part, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, leur a témoigné la gratitude du gouvernement. Il leur a demandé de faire en sorte que le cadre de concertation informelle qui regroupe toutes les confessions devienne un outil au service de la réconciliation nationale, de la sécurité et de la paix. Autre information, la coopération militaire entre la Côte d'Ivoire et le Canada était au centre d'une rencontre entre le ministre ivoirien en charge de la défense, Paul Kofi Kofi, et l'attaché de défense du Canada en Côte d'Ivoire. L'accent a été mis sur la reprise de cette coopération militaire et le renforcement des relations entre la Côte d'Ivoire et le Canada. Restons toujours avec Abou Sanogo. C'est l'ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire, Chantal de Varenne, qui a situé le cadre de cette rencontre, à savoir présenter l'attaché de défense de son pays aux autorités ivoiriennes et parler de coopération militaire. Le colonel Guy Savard, qui est basé à Dakar au Sénégal et qui couvre 14 pays de l'Afrique de l'Ouest, a adressé tous ses encouragements aux autorités ivoiriennes pour l'énorme travail abattu dans la normalisation de la situation en Côte d'Ivoire. Il a été également question au cours de cette rencontre de coopération militaire. Je représente le Canada à ce qui a trait à l'Afrique de l'Ouest. Ainsi, si nous pouvons assister la République de la Côte d'Ivoire ainsi que la force militaire dans le développement professionnel et un retour avec la réforme militaire qui est engagée avec le livre orange, il va nous faire plaisir de vous assister dans ce domaine. Au nom du président de la République Alassane Ouattara, le ministre en charge de la Défense Paul Kofi Kofi a salué les efforts consentis par les autorités canadiennes pour soutenir et appuyer la Côte d'Ivoire en cette période post-crise. Le séjour du colonel Guy Savard se poursuit en Côte d'Ivoire où il est prévu des rencontres avec la hiérarchie des forces de sécurité et de défense. Autre aspect de l'actualité ivoirienne, ce jeudi s'ouvre à Yamoussoukro l'atelier de renforcement des capacités du corps préfectoral sur la lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants à l'hôtel Le Président de Yamoussoukro. 95 préfets participent à la rencontre pour se familiariser aux questions de la lutte contre le travail des enfants pour relayer la bonne information à la population à la fin de la formation. Et la première dame, Madame Dominique Ouattara, sera à la cérémonie de clôture. Elle va partager son expérience dans le domaine de la lutte contre le travail des enfants avec le corps préfectoral. Yamoussoukro abrite également la 32e édition de la Journée mondiale du tourisme. L'ouverture de la cérémonie a eu lieu ce jeudi matin par un cross populaire. Le départ a été donné par le préfet André Eponou sur l'esplanade Mofete. Participants, policiers, militaires, gendarmes, sapeurs, pompiers et civils. Il y aura également un tournoi de Maracana, une course de garçons de café, une parade des hôteliers, des communications, le tout couronné par un gala. Nous vous le disions, la communauté internationale célèbre ce jeudi la Journée mondiale du tourisme. Cette 32e édition a pour thème tourisme et énergie durable, propulser le développement durable. Voici le message du gouvernement avec Léon Broukwame et Jean-Jacques Alla.
Selon l'Organisation des Nations Unies, la population mondiale va passer de 7 milliards d'habitants à ce jour à environ 10 milliards de personnes en 2050. Cette explosion démographique va s'accompagner d'une destruction massive, voire de la disparition des ressources naturelles si rien n'est fait. L'épineuse question du développement durable interpelle donc les experts et acteurs de tous les domaines d'activité dans le tourisme. C'est donc à juste titre que la 32e journée mondiale du tourisme porte sur les thèmes tourisme et énergie durable, propulser le développement durable. Le tourisme n'est pas en marge de cette question essentiellement environnementale. Ce sont plus de 980 millions de personnes qui ont voyagé à travers le monde en 2011 et ce chiffre devrait dépasser le milliard d'ici la fin de cette année. Aussi, la communauté touristique internationale a-t-elle décidé d'agir vite? D'autant plus que le tourisme constitue un moteur de développement économique incontournable. Pour le gouvernement de Côte d'Ivoire, le thème de cette 32e journée mondiale du tourisme cadre bien avec la vision du chef de l'État. Le gouvernement ivoirien saisit l'occasion de cette commémoration pour affirmer la vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, d'inscrire le tourisme dans le sillage du développement durable qui devra permettre de hisser la Côte d'Ivoire au rang des pays émergents à l'horizon 2020. L'objectif visé par le gouvernement, en s'inscrivant dans la commémoration autour du thème retenu cette année, est de sensibiliser la population sur l'utilisation rationnelle des énergies propres dans toutes les activités d'intérêt touristique pour le développement durable. Le ministère du Tourisme s'y est déjà engagé en privilégiant les activités d'écotourisme et du tourisme vert. Le gouvernement invite donc les entreprises et les populations à lui emboîter le pas en plaçant le tourisme au cœur des économies fondées sur une énergie propre. Demain, il sera célébré la journée mondiale de la rage, une maladie qui provoque un décès toutes les 10 minutes dans le monde. Il y a des négociations entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne pour aboutir à un accord de partenariat dans le secteur de la pêche. Il faut préciser que le sixième protocole d'accord entre les deux parties prend fin le 30 juin 2013. Plus de précisions avec Hugues Hervé Blé. Les négociations sur les accords de pêche qui se tiennent depuis mardi à Abidjan donnent l'occasion à la Côte d'Ivoire et à l'Union européenne d'examiner les adaptations éventuelles en vue de renforcer la compréhension commune des problèmes. Les attentes des deux parties sont en effet nombreuses qui reposent sur la recherche permanente d'un équilibre entre l'effort de pêche et la productivité de l'écosystème. Mon souhait, c'est de pouvoir approfondir cette coopération dans le cadre de la réforme des accords de pêche qui a été décidée à Bruxelles au cours de l'année passée. Un partenariat renforcé, une meilleure gouvernance des accords de pêche, de façon à ce que notre contribution puisse davantage servir le secteur, par exemple dans les domaines de la surveillance et du contrôle. Développer une pêche responsable sur tous les océans et particulièrement sur les eaux territoriales, ce souci de la Côte d'Ivoire a été exprimé par le ministre des Ressources animales et halieutiques. Kobena Kwasi Adjumani reste convaincu que les négociations actuelles constitueront le point de départ d'une mobilisation de moyens plus conséquents pour y parvenir. J'ai demandé que l'Union européenne s'investisse pour aider la Côte d'Ivoire à surveiller ses eaux, surtout de façon satellitaire, et à nous permettre aussi de disposer de bateaux patrouilleurs pour aller à l'encontre de tous ceux qui viennent pêcher dans nos eaux. Les accords de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire arrivent à échéance le 30 juin 2013. Les négociations entamées à Abidjan en prévision de cette échéance s'achèvent ce mercredi. Des experts de l'UEMOA sont en mission en Côte d'Ivoire. Ils sont venus annoncer que l'institution sous-régionale apporte une subvention de 250 millions de francs CFA à la Côte d'Ivoire pour la réhabilitation des abattoirs du pays. Victorine Yaoyoboué nous en parle. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, a mis en place un projet de réhabilitation des abattoirs de ses États membres.
Ce projet vise à améliorer les conditions d'abattage des animaux afin d'assurer une hygiène alimentaire aux populations. C'est dans ce cadre que des experts de l'UEMOA sont en Côte d'Ivoire pour rencontrer la Confédération des fédérations de la filière bétail et viande. Objectif, recueillir les priorités des professionnels du secteur. Priorités auxquelles devrait servir la subvention de 250 millions de francs CFA dégagée par l'UEMOA au profit de la Côte d'Ivoire. Effectivement, on a une enveloppe de 250 millions de francs CFA par État membre, qui va servir à mettre à niveau nos abattoirs et pour leur permettre de répondre aux normes sanitaires et d'hygiène et pour une meilleure commercialisation des viandes qui vont sortir de ces infrastructures-là. Elle est aussi l'expression d'une volonté politique qui donne un peu le cap à suivre par rapport aux États membres pour leur donner le signal qu'il est temps aussi d'investir dans ce secteur important que constitue la filière bétail-viande. L'enveloppe de 250 millions est jugée dérisoire par les acteurs de la filière, vu l'étendue des besoins. C'est que la plupart des abattoirs de Côte d'Ivoire ont été construits avant l'indépendance. Leur réhabilitation nécessite donc des moyens conséquents, à l'image de l'abattoir de Port-Bouët qui a coûté plus d'1 milliard de francs CFA à l'État pour sa rénovation. Les acteurs de la filière bétail et viande de Côte d'Ivoire comptent profiter de la visite de l'abattoir de Bouaké pour convaincre les experts de l'UEMOA de l'état de dégradation de nos abattoirs. Nous vous le disions dans nos titres, des médecins ivoiriens ont réalisé un exploit, une grande première en Afrique subsaharienne. Ils ont réussi des greffes de reins. Les interventions se sont déroulées à l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Lansina Ouattara. Institut de cardiologie d'Abidjan, dans l'une des salles d'observation, un patient peu ordinaire, Baou Eric, médecin. Il vient de subir une greffe du rein. Tout comme lui, Koné Sanga, malade depuis 2010, a été également greffé du rein. Ces interventions sur les deux hommes grâce à des donneurs apparentés est une initiative du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida en collaboration avec des partenaires extérieurs. Nous venons d'assister à une grande première en Côte d'Ivoire en matière de prise en charge des maladies du rein. Vous savez que la Côte d'Ivoire fait partie des pays de l'Afrique subsaharienne qui a un fort taux d'insuffisants rénaux. Et la prise en charge est tellement difficile et se limite actuellement aux dialyses. On n'a même pas suffisamment de générateurs pour prendre en charge la centaine de malades qui en a besoin. Aujourd'hui, nous avons franchi un pas, un énorme pas. Nous avons fait la première greffe rénale. Elle a eu lieu le 24 septembre avec succès et le lendemain, une deuxième greffe aussi avec succès. Nous sommes venus célébrer la science. Nous sommes venus célébrer l'excellence. Mesdames et messieurs, chers Ivoiriens, l'espoir est permis en matière de prise en charge des maladies du rein. Avec ces deux greffes, la Côte d'Ivoire devient ainsi le premier pays d'Afrique francophone à réussir cette prouesse. Cette thérapie permettra de réduire le nombre de patients obligés de se rendre à l'étranger pour bénéficier de transplantations rénales. Après l'ouverture officielle des universités publiques de Côte d'Ivoire et la rentrée académique effectuée dans ces universités, ce jeudi démarrent les inscriptions. Les étudiants sont donc appelés à s'inscrire pour suivre les cours dans les différents amphithéâtres et autres salles de travaux dirigées. La directrice de l'enseignement supérieur, le professeur Adoyi Kro-Viviane, a animé un point presse au centre des échanges, la proclamation des résultats des concours d'entrée à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny et les dispositions prises par le ministère pour mettre un terme à la grève des étudiants de l'INPHB. Francis Boifo et Sylvie Touré. Face à la colère des parents d'élèves qui dénoncent les conditions d'organisation et de correction des épreuves relatives au concours d'entrée dans les écoles d'ingénieurs de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, la directrice générale de l'enseignement supérieur est montée au créneau ce mercredi. Ceux qu'on a recrutés en 2010 n'avaient pas tous le profil pour entrer à l'INPHB. Nous avons assisté en 2010 à 2 recrutements, un recrutement normal et un recrutement parallèle. Le nombre étant pléthorique, l'encadrement n'étant pas ce que ça devait être,
On a connu 2 ans après, lorsque ces étudiants sont arrivés en 2e année de prépa pour passer le concours d'ingénieur, nous avons des 2, des 3, 4 de moyenne au niveau du concours. Nous ne pouvons pas accepter d'accepter ces étudiants-là en année d'ingénieur sous prétexte que les quotas, il y avait de la place. Et au directeur général de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, Kofi Nguessan, d'ajouter que des mesures exceptionnelles ont été prises pour permettre aux 200 étudiants recalés de poursuivre leurs études. Et donc nous avons rencontré les élèves des classes préparatoires de deuxième année qui étaient dans cette situation. On a fait la proposition, il y a 3 voies. Ceux qui acceptent d'aller s'inscrire à l'ENS pour devenir d'excellents profs de maths, d'excellents profs de physique, d'excellents profs de sciences naturelles, pourraient, à l'issue d'un test, d'un concours que l'ENS va organiser, rentrer en 2e année à l'ENS. Ceux qui ont le profil pour rentrer dans les filières courtes de l'INP choisiraient et une commission s'appuierait sur leur situation. Et puis, il y a le 3e cas, ceux qui accepteraient de redoubler. Au cours de cette rencontre avec la presse, le professeur Adoyi Kro-Viviane a donné les résultats du concours d'entrée à l'INPHB au titre de l'année académique 2012-2013. Elle précise que les résultats reflètent la valeur des candidats. Alors, sur les 650 places offertes, il y a 632 admis. Les admis au concours viennent de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est l'excellence qui prime, c'est le travail qui prime. Ces résultats sont disponibles sur les sites internet de la Direction des examens et concours, du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, www.dorexa.edu.ci et sur celui de l'INPHB, www.inphb.edu.ci. La date de la rentrée est fixée au 1er octobre 2012. L'accent sera mis cette année sur l'excellence. Le comité d'orientation du CICG, le Centre d'information et de communication gouvernementale, a été installé officiellement en présence du ministre de la Communication, Souleymane Koti Diakité, président de ce comité d'orientation. Alexis Ouedraogo. La maîtrise de l'information est un pouvoir et la gestion de l'information gouvernementale un exercice plus délicat. Le CICG, Centre d'information et de communication gouvernementale, l'a bien compris et œuvre depuis 2004 à distiller une information de qualité. C'est d'ailleurs la motivation du décret pris le 6 juillet dernier par le président ivoirien Alassane Ouattara qui vient ainsi renforcer cette structure avec un comité d'orientation. Le présent décret renforce le statut du CICG et traduit également la volonté du gouvernement de faire de la gestion de l'information et de la communication un levier important d'efficacité de l'action gouvernementale. Président de ce comité, le ministre de la Communication, Diakité Koti Souleymane, a souligné que le changement du statut du CICG marque la volonté du chef de l'État et celle du gouvernement de renforcer la communication institutionnelle. Sa mise en place procède du décret de création du CICG et résulte de la volonté du chef de l'État de s'assurer de la conformité des actions du CICG avec la politique générale du gouvernement. Représentant le Premier ministre, le ministre d'État, ministre de l'Industrie, Moussa Dosso, a précisé la responsabilité qui échoit au comité et à son premier responsable, qu'il a d'ailleurs engagé au suivi des objectifs assignés à la structure. C'est en effet au prix d'une bonne communication que les actions en vue du développement socio-économique, de la paix et de la cohésion sociale se feront voir, sentir et apprécier par tous. Le CICG, il faut le noter, se veut plateforme interactive d'échange et d'information entre le gouvernement et la population. Des journalistes sont en formation pour approfondir leurs connaissances sur l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Ils seront donc suffisamment outillés pour le traitement de l'information sur cette institution de la République. L'ouverture des travaux de ce séminaire de formation a eu lieu à la maison de la presse Nodé Victorine Yaoyoboué. Comment rendre accessibles les décisions du Parlement aux populations?
C'est le souci de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire et pour ce faire, la chancellerie américaine a entrepris la formation des journalistes spécialisés dans la couverture des activités de l'Assemblée nationale pour qu'ils soient au fait du vocabulaire et des principes parlementaires, ce qui va faciliter leur compte rendu des empoignades à l'hémicycle. Cette formation présente un double intérêt. Un intérêt pour le parlementaire lui-même, qui doit savoir que quand il dit quelque chose, cela doit être relayé, donc il doit le dire de la meilleure façon possible. Et un intérêt pour le journaliste qui doit savoir qu'on ne peut pas dire de la même façon qu'on dit les choses que le citoyen lambda dit, des choses que le député dit. Et donc, il y a des principes à respecter et pour pouvoir faire comprendre le message comme le législateur l'a dit. Parce que la loi a un esprit et la loi a une lettre. Et la lettre doit correspondre à l'esprit. Les journalistes formés sont venus de la radiodiffusion télévision ivoirienne et des différents organes de la presse écrite. Abiba Dambélé Saoué, vice-présidente de l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, s'est félicitée de cette formation, avant d'ajouter qu'elle ne fera qu'améliorer le paysage médiatique ivoirien. Le monde entier vit dans l'ère du numérique et des technologies de l'information et de la communication. Comment amener l'administration publique ivoirienne à s'approprier l'outil informatique? Tel est le sens du séminaire de formation initié par la Société nationale de développement informatique. Laurent Bangar. Disposer de systèmes informatiques modernes et performants est de nos jours une nécessité absolue pour toute entreprise, surtout pour l'administration publique ivoirienne. Pour justement réaliser un tel objectif, la Société nationale de développement informatique SNDI a initié au niveau de l'administration publique un séminaire sur le management des projets. Plusieurs ministères et autres structures publiques ayant pris part à cette rencontre ont souhaité que de telles initiatives se renouvellent. Aujourd'hui, on peut dire que tous les DSI de l'administration sont outillés en matière de gestion de projet, de suivi de projet, de conduite de projet informatique. Donc voilà un peu ressasser ce que nous avons pu faire au cours de cette formation. À la fin du séminaire, des diplômes ont été remis aux différents responsables informatiques de l'administration publique ayant pris part à ces séances de formation. Le village de Massandji dans le département d'Azopé va bénéficier bientôt d'un établissement primaire de 6 classes par la volonté des populations de la localité et d'un opérateur économique. La pose de la première pierre de l'édifice a réuni cadres et autorités politiques de la région. Abou Sanogo. Fruit de la coopération entre les populations et l'ONG RANFCAP, la pose de la première pierre de cet établissement scolaire de 6 classes répond à la question des enfants en âge d'aller à l'école. Si on construit des écoles là, mes camarades vont partir à l'école aussi. Ça d'école, il n'y a pas fonctionnaire. Où il n'y a pas fonctionnaire, c'est-à-dire le village est encore dans le noir. L'école, selon le président de l'ONG RANFCAP, est la solution à la lutte contre les pires formes de travail des enfants. Nous sommes heureux d'avoir permis la mobilisation de cette communauté autour du projet qu'est la réalisation de 6 salles de classe. Car la place de l'enfant, bien sûr, c'est à l'école et non pas tous les jours dans les champs. Dans la réalisation de l'œuvre, un opérateur économique a volé au secours des populations. Construire une école, c'est poser une pierre. Une pierre qui va pérenniser le développement du village, mais aussi contribuer effectivement à l'éducation de nos enfants. Tous les intervenants, dont le sous-préfet d'Assikwa, Nguetia Jérôme, ont salué les bonnes volontés pour leur contribution. La cérémonie a donné lieu à des danses de réjouissance et à la prière pour la consolidation de l'œuvre. Au Sénégal, le verdict de l'affaire de viol qui oppose Cheikh Yérim Andé Aïssatou est tombé. Le journaliste a été condamné par le tribunal à 3 ans de prison ferme et devra aussi payer la somme de 3 millions de francs CFA à la partie civile en guise de dommages et intérêts. Le Qatar, à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, appelle à une intervention armée des pays arabes pour mettre fin à la violence en Syrie. C'est avec à l'esprit les 18 mois de massacres orchestrés par le régime syrien que Barack Obama a donné le ton à l'Assemblée générale de l'ONU.
Réaffirmant son attachement aux libertés et à la démocratie dans le monde arabe, il a nommément désigné celui qui bloquait la poursuite du printemps des peuples. Je redis que le régime de Bachar el-Assad doit prendre fin pour que soit mis un terme aux souffrances du peuple syrien et qu'une nouvelle aube se lève. Nous prenons cette position parce que nous croyons que la liberté et l'autodétermination ne sont pas propres à une seule culture. De son côté, le président français a redit sa disposition à reconnaître un gouvernement provisoire de l'opposition syrienne et appelé l'ONU à protéger les zones déjà libérées dans le pays. Considérons que c'est à la fois nécessaire pour protéger les populations, mais également un moyen pour permettre qu'il puisse y avoir un processus de transition politique. Mais le plus offensif aura été l'émir du Qatar, accusé par Bachar el-Assad d'être à la source du terrorisme en Syrie. Cheikh Hamad Ben Khalifa a réclamé une intervention militaire comme ce fut le cas au Liban en 1976. Je pense qu'il serait plus juste et efficace que les États arabes interviennent eux-mêmes politiquement et militairement et qu'ils fassent ce qu'il faut pour stopper l'effusion de sang syrien. Sur le terrain, en l'absence de toute initiative concrète des Nations Unies et de la Ligue arabe, la rébellion semble à nouveau concentrer ses efforts sur la capitale. Deux énormes explosions ont secoué ce mercredi les bâtiments de l'état-major au cœur de Damas et des combats d'une intensité sans précédent s'y déroulaient, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur RTI 1 à 18h et à 20h.